Madame la ministre, le socle sur lequel vous souhaitez adosser vos réformes a sérieusement rétréci au lavage. C'est en ce sens que ce texte est étriqué, sans vision claire des objectifs et des finalités au service desquels vous souhaitez mettre en place cette nouvelle gouvernance. De ce point de vue, vous auriez même pu appeler ce texte, et c'est un terme à la mode, service minimum pour les universités. Madame la ministre, ce que redoutent plus que tous les acteurs de la vie universitaire que j'ai rencontrés à Saint-Étienne, pôle universitaire pluridisciplinaire de taille moyenne, avec ses 14 000 étudiants et ses 1300 personnels, et je pense en particulier au personnel IATOS, dont on a peu parlé ce soir dans le débat, eh bien, ce qu'ils redoutent, c'est que l'État se désengage, qu'il ne joue pas son rôle de garant de la solidarité et d'un aménagement harmonieux du territoire. Je termine. Leur crainte est forte que la loi ne profite qu'aux grands pôles universitaires, qui pourront mobiliser des sources de financement diversifiées, créer des fondations, et qui se concentreront les moyens au détriment des établissements de taille moyenne ou plus petits. Merci. Nous connaissons les chiffres aujourd'hui, les conditions de travail des salariés se dégradent et il y a urgence à agir. Un quart des salariés européens se plaignent d'un stress d'origine professionnelle. 5 millions de salariés en France déclarent souffrir d'une inaptitude au travail. Chaque année, nous voyons l'augmentation des maladies professionnelles. Près de 50 000 aujourd'hui chaque année, multiplié par 4 depuis 10 ans. Et 75% de ces maladies professionnelles sont des troubles musculo-squelettiques qui sont le fruit d'un travail répétitif. Nous assistons à une montée de l'intensification du travail qui se traduit par des contraintes sur l'organisation du travail, plus de charges de travail, plus de pénibilité physique, plus d'horaires atypiques, l'exposition aux produits toxiques, au bruit pour les salariés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cela? D'abord, mobiliser tous les acteurs qui sont concernés par l'amélioration des conditions de travail et essayer de prévenir plutôt que de guérir. Et la solution, c'est vrai, c'est d'organiser aujourd'hui une prévention des risques professionnels le plus en amont possible, notamment la prévention de l'usure professionnelle le plus tôt possible pour les salariés, pour réduire la pénibilité au travail et pour réduire l'absentéisme. Comme l'ont relevé justement mes collègues rapporteurs, Valérie Fournéron et Henri Neyroux, délestés des artifices budgétaires, les crédits 2008 de la mission Sport, Jeunesse et Vie associative sont à périmètre constant, en diminution de 8% par rapport à 2007. Nous souhaitons en particulier dénoncer l'importante dégradation des crédits affectés à la promotion du sport pour le plus grand nombre, hors CNDS. Ces crédits, qui ont régressé de 60% en 2 ans, ne représente plus que 12% des crédits total du programme sport, contre 73% pour le développement du sport de haut niveau. Nous assistons à un véritable désengagement de l'État, de votre ministère, pour des missions telles que la promotion des métiers du sport ou l'accès des publics spécifiques à la pratique sportive. Nous souhaitons pour notre part un meilleur équilibre entre la part du budget consacré au sport pour le plus grand nombre et celle consacrée au développement du sport de haut niveau, sans les opposer. Il n'est pas acceptable que le bouclier fiscal de 32 millions d'euros que représente l'exonération de charges sociales au titre des droits à l'image des sportifs professionnels, et je rappelle que 32 millions d'euros, c'est quasiment le double des crédits qui sont affectés dans ce budget à la promotion de la vie associative, il n'est pas acceptable que ce bouclier fiscal de 32 millions d'euros pèse aussi lourdement sur l'ensemble du budget des sports et représente un manque à gagner considérable. C'est pourquoi nous défendrons dans le débat des amendements visant à créer de nouvelles recettes pérennes pour le développement du sport. Élargissement de la taxe Buffet, prélèvement supplémentaire de 0,5% sur les sommes de la Française des Jeux et contribution de 1% du produit brut des jeux automatiques dans les casinos. Quant au monde du bénévolat, il attend désespérément la mise en œuvre de mesures concrètes visant à reconnaître son action sur le terrain, et de ce point de vue, les crédits affectés à la formation des bénévoles restent largement en deçà des besoins.
Ma question précise sur l'allocation de solidarité est la suivante. Nous avons tous témoigné ici sur ces bancs aujourd'hui du faible nombre de veuves qui étaient concernées par la mesure entrée en vigueur le 31 août dernier. Alors si on veut que ce dispositif monte en puissance et que effectivement les 5 millions d'euros que vous avez budgétés pour 2008 soient consommés et servent effectivement ces veuves qui connaissent souvent des conditions de vie très précaires, eh bien, vous avez fait un premier pas en relevant le plafond à 681 €. Nous vous proposons un pas supplémentaire, c'est qu'effectivement ce plafond soit encore relevé jusqu'à 800 €, car c'est exactement le seuil de pauvreté, mais selon les critères européens, et ça correspond aussi au minimum vieillesse. Et nous considérons aujourd'hui que c'est à ce niveau-là qu'il faut placer le plafond pour pouvoir consommer complètement ces crédits. C'est une mesure de justice sociale. C'est surtout aussi, de notre point de vue, une volonté de ne pas créer aujourd'hui de nouveaux retraités pauvres dans ce pays, et notamment des veuves retraitées pauvres. Il y a déjà suffisamment de retraités pauvres dans ce pays, 1 million. Et donc, nous vous demandons si vous pouvez faire ce geste supplémentaire en faveur de l'allocation de solidarité pour les conjoints survivants. Parce que d'un côté, vous affichez un programme équité sociale et territoriale dans le budget 2008 qui est relativement stable, même si nous savons, en tant qu'élus locaux, que lors des 3 premières années de la précédente mandature, ces crédits ont été très fortement diminués, qui n'ont été rétablis qu'après les émeutes de 2005, et on sait qu'entre-temps, ils ont créé ce mouvement de restriction budgétaire, une fragilisation du tissu associatif. Mais de l'autre côté, nous avons examiné la semaine dernière le budget des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Et nous avons, en tout cas pas notre groupe, nous avons voté un programme jeunesse et vie associative en diminution de 3% de ces crédits. Et même plus précisément, une diminution de 5% des crédits pour les associations d'éducation populaire. Or, vous savez que ces associations d'éducation populaire mènent un travail dans les quartiers, très en profondeur, et que ces diminutions de crédits-là vont très directement impacter leur fonctionnement dans les quartiers. On sait comment ça se traduit derrière, des centres sociaux qui ferment, des licenciements ou des réductions d'activité, et donc des réductions de services rendus à la population. Donc on continue ce mouvement qui consiste à plonger dans un état de précarité permanente ces structures dans les quartiers. Et donc ma première question, c'est quelle est la cohérence de votre politique de soutien en direction de la vie associative dans les quartiers, sachant que nous avons un budget jeunesse et vie associative qui est en diminution. Je vous rappelle qu'en matière de texte de loi usine à gaz, il y en a une qui a été votée il n'y a pas très longtemps, la loi TEPA, sur les heures supplémentaires, qu'un certain nombre de chefs d'entreprise, je me suis laissé entendre dire, avaient vraiment du mal à comprendre et à suivre, et donc vous seriez bien inspiré déjà de faire le ménage en termes d'usine à gaz dans vos propres textes de loi. Alors, j'ai bien entendu dans les interventions de la majorité qu'en matière de vocabulaire, vous entreteniez volontairement la confusion entre la complexité des textes et les fameuses rigidités dont vous souhaitez effectivement les faire disparaître les unes après les autres. Mais nous, ce que nous appelons rigidité, c'est parfois tout simplement les protections élémentaires auxquelles ont droit les salariés en matière de droit du travail. Alors vous nous parlez de simplification, mais sous couvert de simplification, vous êtes en train de préparer le terrain à de futurs démantèlements du Code du travail, parce qu'aujourd'hui, c'est clair pour vous, c'est un des derniers verrous avec le SMIC qui demeure et vous rêvez de le faire sauter. Il y a ce qu'on proclame dans les textes de loi, le CDI, la forme normale des relations de travail, et puis il y a aussi la réalité du marché du travail, dont je ne partage pas l'avis avec mon collègue Benoît Apparu, qu'il est aussi rigide que cela. Au contraire, on le voit bien. Et c'est quoi la réalité du marché du travail aujourd'hui? C'est qu'effectivement, 85% des emplois sont des CDI, mais que quand vous regardez les créations d'emplois nouvelles, les nouvelles embauches,
Aujourd'hui, c'est seulement 25% de CDI. Ça veut dire que les 3/4 des emplois qui sont créés dans ce pays sont des contrats temporaires, soit des CDD, soit de l'intérim. Et on sait que ce taux de contrats temporaires est passé en 20 ans de 5% de l'emploi salarié à 15% de l'emploi salarié. Qui sont touchés en priorité? Ça a été dit à l'instant, les plus jeunes, les salariés les moins diplômés, les salariés les moins qualifiés. Et comme l'a dit Daniel Paul aussi à l'instant, 17% des salariés dans ce pays sont à temps partiel et beaucoup souhaiteraient pouvoir travailler davantage. Nous savons aussi, et ça c'est la réalité du marché du travail, que les transitions entre CDD et contrats temporaires et CDI se font très mal. Et on a des taux de transition qui sont parmi les plus mauvais en Europe. Il y a une étude de l'INSEE très récente, du début de l'année 2008, qui montre aussi l'accroissement du phénomène des travailleurs pauvres, puisque aujourd'hui 1 200 000 salariés sont dans l'obligation de cumuler plusieurs emplois, 2 emplois, pour pouvoir joindre les deux bouts à la fin du mois. Et ce taux, il augmente aussi de 15%. Je dis cela pourquoi? Parce que je pense que ce projet de loi, il aurait gagné à intégrer une forte dimension de lutte contre la précarité au travail. Et c'est ce qui manque, finalement, j'ai envie de dire, quelque part, dans cet équilibre général. On aurait pu imaginer, par exemple, que le projet de loi prévoit une modulation des aides aux entreprises ou une modulation des exonérations de cotisations sociales pour favoriser les entreprises qui embauchent davantage de CDI et pour pénaliser les entreprises qui abusent des CDD ou de l'intérim. Dans le département de la Loire, par exemple, le projet de carte scolaire pour 2008 prévoit la suppression de 44 postes dans les collèges qui accueilleront pourtant 230 élèves supplémentaires. Concrètement, le non-remplacement conduit à la suppression de classes dédoublées, de filières, d'options dans les établissements. Cela signifie des classes surchargées avec des difficultés supplémentaires pour les élèves qui ont le plus de mal à suivre. Le non-remplacement se traduit par la dégradation des conditions de travail pour les enseignants, parfois contraints d'effectuer leur service sur 2 ou 3 établissements au détriment de la qualité de l'enseignement rendu. Le non-remplacement, c'est aussi la remise en cause de projets d'intégration d'élèves handicapés, comme c'est le cas dans un des collèges de ma circonscription. Monsieur le ministre, vous ne réformez pas l'éducation nationale, vous travaillez à sa liquidation progressive. Vous ne défendez pas le système éducatif, vous passez votre temps à le dénigrer. Alors ma question est simple. Allez-vous enfin entendre raison et revenir non seulement sur vos mesures de restriction budgétaire et de suppression de postes, mais aussi sur l'ensemble de vos projets éducatifs contestés dont les Français ne veulent pas? Les jeunes du quartier de Moreno que je rencontre régulièrement et qui sont les premiers concernés par la zone franche urbaine me disent leur scepticisme. Ils soupçonnent certaines entreprises de profiter de l'effet d'aubaine des exonérations fiscales et sociales pour simplement transférer leur boîte à lettres sur le secteur. Ils se plaignent de se voir proposer des contrats précaires et ils me disent également que les entreprises leur opposent fréquemment leur insuffisante qualification par rapport au profil des postes recrutés lors des entretiens d'embauche. Madame la ministre, je vous demande de bien vouloir m'indiquer quels sont les outils d'évaluation de la zone franche urbaine de Moreno qui ont été mis en place pour bien mesurer l'impact du dispositif de la clause d'embauche locale, pour favoriser la qualité des contrats de travail proposés et aussi les parcours de formation des jeunes concernés. Je souhaite également que vous m'indiquiez quels sont les projets envisagés par les services de l'État pour amplifier la création d'entreprises et le recrutement des habitants de la zone franche urbaine de Moreno. Je pense notamment à l'installation prochaine d'un centre d'activité sur le développement durable au cœur de ce quartier. Ce droit d'accueil pose également d'importantes difficultés dans les grandes villes. Je peux en témoigner, c'est ce qui se passe actuellement dans la ville de Saint-Étienne, par exemple. Ces grandes villes sont soumises aujourd'hui à plusieurs réformes que vous avez engagées de façon simultanée sur l'organisation du travail à l'école primaire, et qui sont des réformes de nature à désorganiser l'école publique pour la rentrée 2008.
Je pense à la diminution des heures de cours, de 26 à 24 heures, les nouveaux programmes scolaires qui ont été imposés. Vous réussissez le tour de force, après le travailler plus pour gagner moins pour les salariés, d'inventer pour les enfants l'apprendre plus en travaillant moins. Surtout, vous êtes en train de mettre en place un soutien de 2 heures par petits groupes. Mais le choix de la répartition de ces heures de soutien sont laissés à la libre appréciation de chaque école. Alors que tous ces changements-là, et le droit d'accueil va y participer, mettent en jeu les horaires de cantine, les horaires d'études, les nettoyages des locaux, les transports scolaires, et donc, in fine, le personnel municipal, les collectivités locales n'ont pas été associées à la réflexion qu'impose cette réorganisation des temps de l'élève, des familles et de l'ensemble de la vie sociale. Bref, Monsieur le Ministre, c'est le grand bazar aujourd'hui à l'école primaire, et vous êtes, Monsieur Darcos, le ministre de la pagaille scolaire.